Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, qui s'est exprimé ce matin devant les sénateurs de la Commission des affaires sociales. L'occasion pour lui de revenir sur la philosophie de la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. C'est là l'une des mesures phares du mandat d'Emmanuel Macron. Pour lui, le système doit viser à l'universalité. C'était là déjà l'un des objectifs du système des retraites mis en place à l'après-guerre. À l'époque, il avait fallu mettre en place un certain nombre de systèmes dérogatoires, mais seulement de façon temporaire. L'universalité, c'était l'objectif, c'était l'ADN de la France. Là encore, Jean-Paul Delevoye défend la réforme d'Emmanuel Macron. Il faut plus de solidarité. En effet, pour une fois, la réforme annoncée ne vise pas à faire des économies pour sauvegarder l'existant, mais vise bien l'avenir, alors que, on est dans un système où l'avenir est inconnaissable. Face à cette philosophie qui a été exprimée par le haut-commissaire à la réforme des retraites, les sénateurs ont eu des interrogations très concrètes, notamment le sénateur Les Républicains René-Paul Savary qui a demandé comment allait s'opérer la transition d'un système à l'autre, quelle va être la place également des partenaires sociaux dans le futur système de gouvernance. Notez également les questions de Jean-Marie Van Lerenbergh, qui est lui le rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Jean-Marie Van Lerenbergh qui s'est exprimé sur l'âge de départ à la retraite ou encore le niveau de vie de retraités, mais aussi sur la baisse des pensions de retraite comme véritable variable d'ajustement. Tout de suite donc, place à cette audition qui s'est tenue ce matin au Sénat. Monsieur le Président, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. La seconde, je voudrais tout de suite mettre l'accent sur votre légitime impatience qui peut être liée aussi au fait de ne pas avoir intégré la méthode que nous avons arrêtée. Non, mais je le dis pourquoi, parce que c'est une méthode rare et qui a pour but de ne pas arriver avec un texte ficelé, mais de faire en sorte qu'à partir du moment où il ne s'agit pas d'une réforme des retraites, mais de la mise en place d'un système universel, il me paraissait nécessaire de pouvoir obtenir du temps. La loi sera proposée en 2019, et d'obtenir une méthode qui s'appelle un dialogue constructif et qui a pour but de séquencer l'année en 6 périodes. La première période consistait à dire quel est le schéma que nous voulons mettre en place, quels sont les droits contributifs, non contributifs, les droits familiaux. Cette séquence a pour but de poser les questions, de susciter les débats et de pouvoir ensuite cranter dans une réunion unilatérale qui a eu lieu le 10 octobre sur les conclusions que nous avons tirées de cette première séquence. Et donc vouloir avoir des affirmations avant que le dialogue s'engage est contraire à la méthode que nous avons mise en œuvre. Et donc un certain nombre de propositions ou d'interrogations qui sont les vôtres et qui sont totalement légitimes, je vous répondrai que ça fait l'objet des discussions que nous allons engager dès aujourd'hui, puisque hier nous avons commencé à recevoir les partenaires sociaux, nous continuons toute la semaine pour fixer le calendrier et le rythme des thèmes que nous allons aborder. Et donc, je comprends bien que l'habitude qui consiste à dire « vous avez décidé quoi ?» j'ai simplement décidé d'engager le dialogue avec un objectif très clair de mettre en place un système universel. 2 questions se posaient, qui étaient d'ailleurs posées par les observateurs européens. Vous avez une situation des personnes âgées et retraitées qui est parmi les meilleures dans le CDE, et votre système est quasiment à l'équilibre. Pourquoi est-il nécessaire de mettre en place un système universel ? Nous avons repris le souffle de l'histoire de 1945, puisqu'en 1945, gaullistes et communistes, M. Croizat, Parodi, Larocque, ont mis en place l'universalité des droits et voulaient décliner l'universalité des régimes. Et ils se sont heurtés à des positions qui pouvaient être compréhensibles à l'époque, d'un refus de certaines catégorisations professionnelles qui refusaient de basculer dans ce régime universel. D'ailleurs, c'est intéressant de relire les ordonnances de 1945 et de 1946 qui indiquaient qu'il y avait encore
des régimes dérogatoires qui devaient être provisoires. Et on a oublié qu'en 1946, une loi a été votée sur la généralisation de la sécurité sociale et qu'en 1945, une loi a été votée pour la défaire, parce que l'opinion, à l'époque, ne voulait pas de généralisation de la sécurité. Donc il fallait regarder qu'à l'époque, la France était assez fragmentée par des lectures de catégorisation professionnelle. La vraie question qui a été posée par le président de la République, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, pour chacun et chacune de nos concitoyens, dans un monde qui est aujourd'hui un monde de l'inconnaissable, personne ne peut dire ce que sera demain, la croissance économique, la part salariale par rapport à l'intelligence. Il y a des thèses entre les techno-optimistes et les techno-pessimistes qui ont des taux de croissance du 1 à 2, des parts de robots dans le travail de 27 à 42%, des incitations sur des classes inutiles ou des interpellations de la classe moyenne. Il est donc à un moment où tout est en train de changer et où y compris les frontières de métiers sont en train de changer. Je vois dans les professions médicales, on demande à certaines professions de faire des gestes qui rentrent dans une autre catégorie professionnelle. Laisser entendre que la solidité de la retraite de chacun passera par la solidité de sa profession est aujourd'hui quelque chose, me semble-t-il, d'irresponsable. Et donc, nous devons basculer et au moment où nos jeunes sont en train de faire 5, 6, certaines thèses parlent de 15 à 16 professions durant toute leur vie, il était essentiel que nous imaginions un système universel permettant d'accompagner les parcours professionnels, quel que soit le statut de votre profession, quelle que soit la localisation, de façon à faire en sorte que la retraite soit le juste reflet de votre travail. C'était les deux besoins d'équité aussi qui étaient très forts après la nécessité de mettre en place un système universel. Une forte demande d'équité a été proposée par nos concitoyens. Première équité, est-ce que la retraite sera le juste reflet des efforts que j'ai fournis pendant toute ma vie au travail? La seconde, c'est est-ce que je vais être traité de façon identique et équitable par rapport à mon voisin? C'est la raison pour laquelle, sur le régime universel que nous avons souhaité mettre en place, évidemment, une de ses forces, c'est d'être lisible, juste, solide financièrement, et de faire en sorte que nous ayons des règles de grande convergence. Convergence des taux, convergence des assiettes. Si les salariés du privé cotisent sur la totalité de leur salaire, les fonctionnaires cotisent sur la totalité de leur salaire, primes comprises. De faire en sorte que le régime universel soit aussi un régime qui puisse tenir compte de certaines spécificités. Et donc, on voit bien que nous sommes en train de proposer une réponse d'un système comme projet de société. C'est d'autant plus important que, m'étant rendu avec d'ailleurs, et je voudrais remercier le Sénat d'avoir d'abord mis sur pied avec la volonté du président et la vôtre, président, un colloque, d'avoir remercié M. Van Neurenberg, M. Savary de nous avoir accompagnés. Ce qui était important, c'est que nous sommes allés en Suède, en Italie, en Allemagne. Et la perception fut rapide chez moi, en tout cas, que chaque projet de retraite doit correspondre à l'ADN et au projet politique du pays concerné. Si vous allez en Suède, le projet politique porté par tous, opposition, majorité, patronat, salariés, c'est le travail est aujourd'hui au cœur du projet de la société suédoise. Chacun doit être au travail et trouver son épanouissement au travail. D'où l'ergonomie, d'où l'augmentation de la valeur ajoutée par poste, d'où l'allègement des charges au travail, d'où la relation employeur, etc. D'où une loi qui a été votée pour 69 ans et l'interdiction de licencier à 67 ans et de faire en sorte que ce système, mais qui mettait aussi l'accent sur la capitalisation, souffre d'un certain nombre d'analyses critiques de la part des propres Suédois, mais correspond à un projet de société. Si vous allez en Allemagne, le projet de société est encore plus clair, partagé par les employeurs et par les salariés, par l'opposition à la majorité. La compétitivité économique l'emporte sur le bien-être des retraités. Et donc ils ont même intégré la baisse des pensions du régime général en mettant en place un système de capitalisation qui s'appelle les fonds Riester, mobilisés par le salarié, mais faisant en sorte que celui qui n'a pas beaucoup de sous n'y recourt pas. Et ils ont aujourd'hui un problème d'augmentation de la pauvreté des personnes retraitées. Et en Italie, ce qui doit être un sujet qui doit nous interpeller, les Italiens nous avaient alertés à l'époque, dans le contexte de la campagne législative, de faire en sorte que nous ayons à éviter les discours populistes qui remettent à mal tous les équilibres d'un système de retraite.
Et on voit bien donc que notre souci à nous, c'était de totalement intégrer l'ADN de la société française et de bâtir un système qui soit juste, équilibré, solide. Et avant de répondre à vos questions, pour être tout à fait clair, il y a un certain nombre de défis que nous devons relever. Puisque sur ce genre de réponse à apporter à des aléas du futur, sur le plan de la démographie, sur le plan de l'économie, sur le plan de la part du salaire par rapport à la valeur ajoutée, il y a deux types de réponses. Celle qui est souvent imposée par les anglo-saxons et qui consiste à dire que puisque l'Europe, c'est 6% de la population mondiale, 20% du PIB et 50% des transferts sociaux, vous entendez toute une série de théories qui consistent à dire que les transferts sociaux sont incompatibles avec la compétitivité économique. Et c'est chacun pour soi, l'assurance, etc., etc. Nous partageons exactement l'avis contraire. Je pense que nous allons passer d'une société de la performance à l'épanouissement et donc nous devons réfléchir comment collectivement faire en sorte, pour permettre l'épanouissement des individus, de pouvoir épouser collectivement les périodes de fragilité de leur vie, qu'il s'agisse de l'handicap, de la maladie, du chômage et de la vieillesse. Et l'on voit bien que sur ces sujets-là, cette réponse collective va nous poser un vrai défi de caractère culturel. Comment retrouver le sens de la cotisation et de l'impôt, quand aujourd'hui une majeure partie de nos concitoyens estiment que c'est une perte de pouvoir d'achat et non pas une contribution à une solidarité collective? Et comment retrouver le sens de la solidarité? Quel est le prix que l'on a et quelle chance on a de recevoir une solidarité quand on va conduire ses enfants à l'école collectivement? Nous avons tous payé la gratuité de l'école, même chose pour l'hôpital. Et au niveau de la retraite, nous avons à réembarquer une confiance dans un système de solidarité inter- et infragénérationnelle qui est peut-être le défi le plus difficile, parce que tous les débats sur les réformes précédentes ont été faits avec des contraintes budgétaires et des retours d'investissement budgétaires et basés sur une théorie que Michel Rocard développait à merveille, qui consistait à dire pour régler un problème politique, il faut le dramatiser. Et résultat, toutes les réformes ont été entourées d'un climat politique qui consistait à dire si on ne fait pas la réforme, c'est foutu. Et donc aujourd'hui, le contexte fait que tous nos jeunes pensent à quoi ça sert de cotiser, puisqu'ils n'auront pas de retraite. Et même, il y a un certain nombre de personnes, des DRH, qui nous disent que lorsqu'ils recrutent, y compris les gens diplômés, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, ces gens viennent voir en disant « Mais pourquoi tu retires sur mon salaire des cotisations, à quoi ça sert ?» Et la seconde, c'est que l'on voit bien que nous sommes tous les uns et les autres engagés dans cette aventure collective. Il n'y a pas d'un côté la situation des retraités qui ne se préoccupent plus du pays. Si dans 30 ans le pays va mal, les retraites iront mal. Et des jeunes qui estiment que cotiser pour leur retraite dont ils ne bénéficieront pas, c'est aujourd'hui quelque chose d'inutile. Et donc, ce projet de société que nous portons, il a des connotations qui dépassent largement la situation de la problématique des retraites, puisque c'est un renforcement d'une cohésion générationnelle. C'est un moment sur lequel nous devons être attentifs à comment renforcer cette cohésion infra- et intragénérationnelle, car si nous voulons éviter la lutte des générations, dans 20 ans, l'électorat sera majoritairement de plus de 55 ans. Et si nous voulons éviter qu'un président d'un candidat dise « les jeunes, peu importe, et j'augmente, comme les Italiens l'ont fait, j'augmente par 2 les retraites au mépris de tout équilibre budgétaire », nous risquons d'avoir dans nos systèmes de cohésion sociale des fractures générationnelles qui mettront en cause de problèmes d'assurance maladie et de problèmes d'assurance chômage. Et donc on voit bien que toute notre obsession, c'est de restaurer le capitalisme par un dialogue constructif qui a permis, le 10, d'aboutir à un certain nombre de principes que très rapidement je vais vous décliner si cela vous intéresse pour qu'ensuite, à partir de cette architecture de base, nous sommes en train d'engager aujourd'hui 6 mois de discussion sur un certain nombre de questions qui sont peut-être posées par vous et sur lesquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans les 6 mois qui viennent. Premier principe, un régime commun à tous les Français. Le régime concernera les 42 régimes de retraite existants, fonctionnaires, régimes spéciaux, parlementaires. Nous avons décidé de monter actuellement le régime des salariés est un régime de base jusqu'à un plafond, c'est-à-dire 40 000 €, et au-delà un régime complémentaire jusqu'à 108 fois le plafond, c'est-à-dire 8 fois 320 000 €. 8 fois 40.
C'est-à-dire que, non, mais le système universel aujourd'hui, c'est un régime de base jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, donc 40 000 €, avec un régime complémentaire qui va jusqu'à 8 fois. Nous avons souhaité proposer un régime de base qui monte jusqu'à 3 plafonds, c'est-à-dire 120 000 €. Nous avons souhaité le faire parce que, d'abord, ça évite de mettre un régime complémentaire pour les fonctionnaires, et ça permet de pouvoir concerner 95 ou 96% de la masse salariale et 97 ou 98 ou 99% des salariés. Il restera 350 000 personnes au-dessus qui seront concernées par le régime de base, évidemment, et sur lequel, sur l'étage supérieur, nous allons réfléchir à est-ce que c'est un régime complémentaire obligatoire, facultatif, épargne collective, épargne individuelle. Quoi qu'il en soit, une seule certitude, nous souhaitons mettre en place un système de solidarité qui fasse que les hauts revenus puissent aussi alimenter la solidarité pour ceux qui seraient dans le régime de base. Nous réaffirmons qu'il s'agit d'un régime par répartition et d'un régime public. Nous avons affirmé que les règles de calcul des droits et les mécanismes de solidarité seraient les mêmes pour tous. Et donc il y a une opportunité à faire en sorte que dans les règles communes et de convergence que nous voulons mettre en place, un certain nombre de situations injustes, le traitement des handicapés dans le secteur public est nettement inférieur au traitement dans le secteur privé. Donc c'est une opportunité pour rééquilibrer ça. Deuxième point, les droits de retraite en pension dans un système équitable, 1 € cotisé vaut les mêmes droits pour chaque Français. Les points sont accumulés sur un compte unique tout au long de la vie, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la profession que vous exercez, votre revenu, votre salaire vous permet l'acquisition de points. Gros avantage par rapport à l'annuité, c'est qu'il n'y a plus de droits inutiles. Chaque point est directement lié à une augmentation du droit à la pension. Les salariés et les fonctionnaires cotiseront au même taux, au même niveau. Convergence des taux. Grâce aux lois antérieures, le salarié, le fonctionnaire, en 2020, sera à 0,15% d'écart sur sa cotisation salariale par rapport aux salariés du privé. Donc le basculement, il est à portée de la main. Mais nous voulons aussi clarifier très clairement dans les maquettes budgétaires ce qui est de la responsabilité de l'État employeur, alors qu'aujourd'hui l'État employeur et sa cotisation employeur, mais aussi toute une série de dépenses sur les compensations démographiques, sur les départs anticipés des militaires, qui fait que l'on dit que l'État est à 76 ou à 100% de cotisation. Nous devons être absolument certains de pouvoir clarifier. Si nous voulons un débat budgétaire sous le regard des citoyens et des organisations syndicales, il faut que l'on clarifie les flux financiers qui alimentent les objectifs politiques des systèmes de retraite. Nous voulons faire en sorte que les primes des fonctionnaires et des salariés de régimes spéciaux soient prises en compte pour les calculs des droits. Et nous avons très clairement, et je prends le temps de lire, une concertation aura lieu sur les conséquences à tirer de la réforme en termes d'évolution des carrières et des rémunérations, au fur et à mesure de la montée en charge des effets du nouveau système. Il est évident que quand vous allez mettre la lecture relative des rémunérations des fonctionnaires, salaires compris avec les primes, nous aurons la lecture de la distinction qu'il y a entre des catégories de fonctionnaires très primés et des catégories de fonctionnaires moins primés. La moyenne des primes, c'est 23, chez les enseignants, c'est 9. Donc on voit bien qu'il y a, en termes de conséquences, une situation qui peut apparaître défavorable pour les enseignants. À partir de ce constat, comment faisons-nous, dans des politiques de stratégie de gestion des ressources humaines, de gérer ces différences? Dans le système universel, les travailleurs indépendants bénéficieront de cotisations adaptées. On voit bien que généralement, jusqu'à un plafond, ils ne sont pas très loin de la contribution des salariés du privé et du public, mais au-delà, ils ont des cotisations dégressives. En même temps, ils ont des différences d'assiette, des différences de taux, et nous devons tenir compte de leur réalité économique, tout en faisant en sorte que, à cotisation égale, ils aient le même nombre de points. Mais l'on voit bien qu'il y a déjà un certain nombre de débats tout à fait intéressants et qui posent des problèmes de principe. Par exemple, lorsque les salariés nous disent « mais si nous cotisons à 28%, fonctionnaires et salariés, pour financer des dispositifs de solidarité, si vous acceptez que les indépendants soient à 15, ont-ils droit à 100% des dispositifs de solidarité ?» Nous estimons que oui,
parce que c'est un problème de solidarité, et c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de débats. Troisièmement, bâtir un système de retraite fondé sur des solidarités renforcées. J'ai entendu qu'un système à points pouvait être un système qui renforçait les individualités. Le système d'annuité est aussi un système individuel, puisque votre système de retraite est basé sur la durée de vos cotisations, sur vos salaires moyens pondérés et sur le niveau et sur la proratisation. Et donc, est-ce que cela interdit ou pas les problématiques de solidarité? C'est tout le génie du système français, d'embarquer dans un même système des blocs qui permettent, un bloc contributif, le travail, le reflet de la retraite, le reflet du travail, deux, un bloc de solidarité, avec un grand débat que les universitaires ont lancé en disant « mais si vous affichez très clairement le bloc de solidarité, est-ce que vous n'allez pas donner de l'appétit aux budgétivores ?» Je crois exactement le contraire. Nous devons assumer nos choix en matière de solidarité, nous devons les clarifier pour mieux les défendre. Et donc, dans ce bloc de solidarité, nous faisons en sorte de revisiter avec nos partenaires sociaux la totalité des solidarités qui sont mises en place et très clairement de nous poser les questions politiques qui sont là pour pouvoir nous permettre de pouvoir clarifier des règles communes pour tous. Si je prends la bonification pour enfants, vous avez des trimestres pour chaque enfant, puis ensuite une majoration de 10% pour 3 enfants. La question sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est de dire, mais puisque la pension des hommes est supérieure à celle des femmes, accorder 10% augmente la différence en faveur des hommes, alors que le taux d'activité des femmes à 3 enfants de moins de 3 ans chute de 74 à 30%, ça ne bouge pas chez les hommes. Et la question qui nous a été posée, que nous n'avons pas encore tranchée, puisque ça fait partie des discussions que nous allons avoir dans les 6 mois, c'est est-ce que l'on met des points forfaitaires pour corriger ce déséquilibre entre les hommes et les femmes? Et si nous mettons en place des points forfaitaires, est-ce que l'on donne des points dès le premier enfant? Puisqu'on a toute une série de familles monoparentales. Et quel est l'objectif? Est-ce que c'est une politique de caractère nataliste pour essayer de faire en sorte que l'équilibre démographique soit le plus vivant possible? L'Allemagne a aujourd'hui une terreur du vieillissement, puisque ça va basculer quelques points de PIB par défaut de renouvellement démographique, mais nous voyons bien qu'à partir de ce moment-là, il y a toute une série de réponses qui s'imposent par rapport à des choix politiques, puisque si c'est une politique nataliste, est-ce que c'est une solidarité nationale et donc est-ce que c'est financé par l'impôt plutôt que par la cotisation? Ensuite, nous souhaitons mettre en place des solidarités pour les interruptions d'activité. Chaque interruption d'activité, chômage, maternité, handicap, comment faire en sorte que nous puissions financer des points. Il n'y a pas de points gratuits, ça doit être financé soit par la solidarité salariale, soit par la solidarité nationale, donc l'impôt, et de faire en sorte que dans les parcours, il n'y ait pas de perturbation par rapport à si la maman, on estime que c'est important et qu'elle interrompt son activité, comment faire en sorte qu'elle puisse garder le niveau de points qu'elle aurait gardé si elle avait maintenu son activité. Sur les reversions, ça a fait l'objet d'un débat. Je vous signale que sur ce débat, il n'y a eu aucune alimentation du débat par les syndicats. Aucune. Ça a été un débat médiatique qui a été fondé simplement sur un document, puisque la franchise est au cœur de notre méthode, la transparence, tous nos documents sont transposables, tous les syndicats reçoivent les mêmes documents, et sur les documents sur les pensions de reversion, nous avions estimé qu'à partir du moment où il y a 13 systèmes de reversion, que le système universel donne l'opportunité de mettre des règles identiques pour tous. Et donc, comment réfléchir à cela et comment faire en sorte de déterminer l'objectif politique de la pension de reversion? Est-ce que c'est le droit helvétique d'un droit patrimonial qui appartient au conjoint, quelle que soit votre évolution conjugale? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui doit garantir le revenu de la personne après la disparition de son conjoint? Si vous êtes sur cet objectif-là, se pose immédiatement la question de se dire est-ce que c'est réservé uniquement aux gens qui sont mariés, parce que c'est le lien juridique qui nourrit la solidarité, ou doit-on l'étendre à d'autres formes de conjugalité, notamment la problématique du Pacs? Mais c'est des sujets sur lesquels, en même temps, si c'est la garantie de revenu, est-ce qu'on doit maintenir la pension de reversion si la personne se reconstitue un revenu avec un nouveau conjoint? Tout ça, c'est des questions qui sont au cœur de notre réflexion, mais nous avons réaffirmé que la pension de reversion qui pèse 36 milliards est quelque chose d'extrêmement important, puisque le niveau d'écart des pensions entre les hommes et les femmes est de 40%, il est réduit à 25% après les pensions de reversion. Nous avons ensuite garanti un minimum de pension.
avec un débat politique peut-être le plus compliqué que nous n'avons pas encore tranché, qui est celui de dire jusqu'où doit-on monter le niveau des minima pour éviter la précarité, puisque une des fiertés de la France, c'est d'avoir un taux de précarité des personnes âgées inférieur de 50% à la population active, 14% de la population active, 7% chez nous. Mais l'on voit bien que la précarité augmente après 75 ans, probablement dû au veuvage. Donc jusqu'où faut-il le monter pour maintenir la précarité, pour lutter contre la précarité, et jusqu'où faut-il ne pas le monter pour désinciter au travail et inciter au travail au black, puisqu'aujourd'hui, et Bernard Thibault, dans le dernier congrès de la CGT, a mis en avant des chiffres absolument phénoménaux du travail informel, qui serait de 60% à l'échelon mondial et de 20% en Europe. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de professions, notamment en Île-de-France, il est quasiment difficile d'avoir du travail déclaré, puisque beaucoup de personnes disent « mais peu m'importe, je vais toucher un minimum de pension et je préfère avoir un travail non déclaré ». Sur les problématiques, notre système n'est pas guidé par la recherche d'économie. Nous devons respecter les grands équilibres budgétaires, évidemment. Nous devons être extrêmement rigoureux. Mais pour la première fois, la mise en place de ce système universel n'a pas pour conséquence d'essayer de chercher des économies. Elle a à enveloppe constante à regarder comment nous pouvons faire en sorte que chacun se sente concerné comme l'autre par des règles identiques et par des solidarités renforcées. Nous devons aussi être attentifs à la stabilité et la viabilité à long terme. Le problème de répartition est un problème d'équilibre entre des générations d'actifs et des générations d'inactifs. On voit bien que si le système de retraite fait porter sur les générations futures des déficits qu'il ne veut pas assumer, nous portons sur les générations actives un double fardeau, celui d'assumer le paiement des retraites de ceux qui sont à la retraite, plus les dettes engendrées. Et c'est donc quelque chose qui est extrêmement déséquilibré, y compris pour celles et ceux qui veulent des théories économiques. Ça n'est pas très sain, puisque les agents retraités sont aussi des agents contre-cycliques, donc c'est important de maintenir une décence des pensions, puisque en cas de cycle économique difficile, ils peuvent être un agent contre-cyclique, mais de l'autre côté, faire porter sur les générations futures des endettements est absolument irresponsable. Et donc nous souhaitons mettre en place des règles d'or qui consistent à dire qu'il n'y aurait pas d'impact sur les générations futures de toutes les décisions du système universel. On voit bien d'ailleurs que ça rentre dans une de vos prérogatives parlementaires de faire en sorte de regarder sur l'impact des futures générations. Sur l'âge, nous avons très clairement garanti l'âge minimum à 62 ans. À 62 ans. Et la liberté totale ensuite de pouvoir choisir et d'arbitrer votre retraite en fonction de votre capital, de votre relevé de points. Si vous estimez qu'il faut travailler un peu plus pour augmenter votre retraite, c'est le choix de la personne. En tout cas, l'âge minimum est à 62 ans. Et enfin, nous tiendrons compte des spécificités de certaines situations, les carrières longues, les métiers pénibles, l'handicap et aussi les catégories actives. Et enfin, le temps. Les assurés d'aujourd'hui ne sont pas concernés. Et il y a eu une confirmation pour dire que les futurs veufs ou veuves retraités actuels garderaient les règles de leur reversion actuelle. La seconde chose, c'est que la phase de concertation déterminera, et ça c'est une précision importante, nous avons pris l'engagement que 5 ans après le vote de la loi 2019, celles et ceux qui seraient à moins de 5 ans de leur départ en retraite ne seraient pas concernés. Mais ce qui ne veut pas dire que la première génération soit celle qui suit immédiatement ce départ des 5 ans. Si je m'explique, loi 2019, démarrage génération 63-2025, pas du tout, aucune garantie. On va regarder, en fonction de la qualité de nos concertations, si les choses sont possibles ou pas par rapport à la génération 63. La garantie qui est offerte, c'est à moins de 5 ans, les personnes restent dans leur système actuel. Et enfin, dans la transition que vous évoquez, la transition se fera, il n'y aura pas 2 systèmes qui cohabiteront pour gérer 2 situations différentes. À l'instant T, il y aura une photographie qui sera prise et la garantie est donnée à 100% des droits du passé de transférer à l'euro près dans le nouveau système. Donc ça veut dire que si vous êtes sur 20-42e de votre carrière, à 20 ans de la retraite, vous aurez 22-42e dans un système dont on calculera la garantie de vos droits, on les basculera et vous aurez ensuite une transition qui se fera dans le nouveau système.
Pardonnez-moi d'avoir peut-être été un peu long, mais je pense qu'il était bon de réaffirmer les principes qui ont été annoncés lors de cette réunion du 10 octobre avec la totalité des partenaires sociaux. Merci. Donc je voudrais vous rappeler que, à la suite des discussions de mise en place du rendez-vous avec M. Delevoye, nous avions convenu qu'on le libérerait à 10 heures parce qu'il a d'autres rendez-vous par la suite. Je vous demanderai donc à chacun d'entre vous, dans vos questions, de respecter un temps de parole assez court, comme l'a fait le haut-commissaire, afin que chacun de nos collègues puisse poser les questions qu'il désire. Pour l'instant, j'ai 9 inscrits. Donc, je vais d'abord passer la parole à M. Savary, puis à M. Van der Heenberg, puis à Mme Vermeillet, qui est rapporteur pour avis de la Commission des finances. Les rapporteurs ayant posé leurs questions, on laissera M. Delevoye répondre, et nous passerons ensuite aux questions des collègues. M. Savary. Merci. On s'est réparti les questions avec le rapporteur général. Donc moi, je parlerai sur l'ensemble du système pour avoir quelques précisions. On passe d'un système de prestations définies, en tout cas promises, en système à cotisation définie. Est-ce qu'on va vraiment jusqu'à un système à rendement défini, c'est-à-dire un équilibre technique entre ceux qui cotisent et ceux qui touchent les pensions? Ce qui veut dire quoi? Que derrière, il y a suppression, par le biais notamment des 3 passes, des régimes complémentaires, puisque base et complémentaires sont pris ensemble. Et la question qui s'est posée lors des auditions a été vraiment ce niveau de 3 passes. Si on touche déjà à 96% de la population, pourquoi en laisser 300 000 de côté? Est-ce qu'en fait, un plafond est légitime? Faut-il pas dire que c'est un système complètement universel, sans plafond? La deuxième question pose sur la transition. Je crois qu'on a eu des éléments bien précis, sauf que quand il faut passer à l'acte, il y a un certain nombre de carrières qui sont difficilement identifiables. Il faudra reprendre l'historique et ça nécessitera forcément un certain nombre d'années, parce qu'on ne peut pas de but en blanc liquider les 40, je ne sais combien, millions de retraites. Donc, quelle est cette phase estimée de transition, 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'il y aura forcément une transition. Et le troisième point porte sur la gouvernance. Quelle est la place des partenaires sociaux dans le système de gouvernance, puisqu'ils n'auront plus à terme de régime complémentaire? Comment vont-ils inscrits dans ce régime universel? Monsieur Van der Heenberg. Merci, Monsieur le Président. Mes questions porteront sur les questions... Enfin, c'est une question financière, finalement, et qu'on peut décliner comme ceci. Le corps auquel nous participons montre une persistance du déficit du système de retraite jusqu'en 2035 et 2040 même. Comment comptez-vous, vous avez affirmé qu'il fallait maintenir l'équilibre financier, comment comptez-vous répondre à cette question? Depuis 1 an, le gouvernement met à contribution les retraités pour le financement de la protection sociale, c'est encore vrai dans le prochain PLFSS. Aussi, je réitère les 2 questions que nous avons déjà posées aux ministres concernés. Pensez-vous que le niveau de vie relatif des retraités, qui est, je le rappelle à tout le monde, légèrement supérieur à celui de la population active, 103% par rapport au revenu de la population active, doit diminuer comme il le fera mécaniquement dans le système actuel. Et puisque vous ne voulez pas, vous l'avez réaffirmé tout à l'heure, toucher à l'âge minimal légal, la baisse des pensions sera-t-elle la variable d'ajustement? Alors, un dernier point sur l'âge de départ. Bon, le président de la République l'a affirmé, on maintiendrait l'âge à 62 ans. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce qu'au regard du besoin de financement et de l'allongement de l'espérance de vie, faudrait-il pas toucher à cet âge de départ? Le Sénat, ces dernières années, avait proposé un recul de l'âge de départ, progressif d'ailleurs, à 63 ans. La réforme des retraites de 2014 avait d'ailleurs porté à 43 ans la durée de cotisation, ce qui mécaniquement d'ailleurs entraîne pour des personnes qui commencent à 20 ans, 21 ans d'ailleurs aujourd'hui, l'âge souvent moyen de départ dans une carrière professionnelle, ça nous amène à 63, 64 ans.
Donc, est-il possible d'avoir un débat apaisé sur ce point? Quels sont d'ailleurs les retours d'ateliers citoyens que vous animez, cher Jean-Paul, en la matière? Sans mesure d'âge, comment donc protéger les assurés d'un niveau de pension trop faible? Voilà mes questions. Pourrait allonger évidemment à l'infini. Il y en a beaucoup d'autres sur l'utilisation des réserves, mais on reviendra plus tard peut-être. Madame Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le haut-commissaire. Quelques questions en complément de René-Paul et Jean-Marie. Le premier point, comment est-ce que vous imaginez piloter la valeur du point? Deuxième question, au-delà du régime de base que vous annoncez et du plafond, est-ce que vous imaginez organiser un système de capitalisation ou est-ce qu'il sera permis de façon libre, totale? Concernant la transition, quid du financement des régimes déficitaires actuels, SNCF, RATP, qui sont ultra déficitaires? Comment est-ce qu'on contribuera dans la transition à combler ces déficits qui sont extrêmement lourds pour l'État? Et donc, en parallèle, quid des soldes des régimes excédentaires? Est-ce que les soldes des régimes excédentaires viendront compenser le manque des régimes déficitaires? Sur la mise en place toujours de la transition et sur les 5 ans dont vous parlez, est-ce qu'il sera nécessaire de reconstituer les primes des fonctionnaires, ces données qu'on ne connaît pas avant 2003, par rapport à la transition toujours? Enfin, comment peut-on traduire en points la pénibilité, la dangerosité des carrières courtes ou des carrières longues? Voilà, merci. Merci. Je vous laisse répondre, Monsieur Delevoye. Oui, je répondrai à M. René-Paul Savary qu'effectivement la notion de 1 euro cotisé même droit, c'est la convergence des rendements. C'est évident, ça fait partie même du principe. Et je pense même que c'est plutôt sain, dans la mesure où ça permettra pour un certain nombre de régimes qui vivent d'illusions avec des taux de rendement très élevés, évidemment qui peuvent paraître attractifs sur le court terme, mais extrêmement dangereux sur le moyen terme. C'est une des difficultés du projet que nous portons, puisque l'on voit bien que en 1945, les agriculteurs, par exemple, avaient totalement peut-être raison de se dire que compte tenu de leur équilibre démographique, ils n'avaient aucun intérêt à rentrer dans un régime universel, et qu'en quelques générations, ils sont passés de 43 à 3% de la population, et qu'aujourd'hui, 84% de leur système de retraite est financé par la solidarité nationale. Donc on voit bien que il faut être attentif à ce que certaines situations de court terme, qui peuvent paraître positives, peuvent être extrêmement préoccupantes à moyen terme. On me dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que dans les facs de médecine, un certain nombre d'étudiants estiment qu'ils préfèrent être salariés plutôt que libéraux. Quid de l'équilibre? C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de structures juridiques qui se créent chez les indépendants et qui font que des indépendants passent aussi dans un régime salarial. On voit bien que dans ce cas-là, y compris même les réflexions actuellement qui sont portées sur la variation ou la porosité de certaines frontières qui dépassent les catégories professionnelles pour faire certains actes libéraux, peut totalement fragiliser les systèmes. Et donc on voit bien que, déjà je réponds un peu en anticipation, des systèmes qui apparaissent aujourd'hui excédentaires peuvent aujourd'hui, demain, être extraordinairement déficitaires. Et donc on voit bien que un des avantages du système universel, c'est d'embarquer notamment tous les systèmes de compensation démographique, puisque ça va disparaître. Sur la problématique du plafond, il y avait plusieurs idées. Première idée, le fait de pouvoir concerner la quasi-totalité des fonctionnaires permettait d'éviter de créer un régime complémentaire pour les fonctionnaires. La seconde, c'est que l'on voit bien que la complexité actuelle, où pour un salarié, il a un régime de base plus un régime complémentaire, si le régime de base devient à point, ça devient d'une complexité totalement inutile. Et donc le fait de pouvoir simplifier cela en embarquant tout le monde sur les 3 plafonds, c'est pas inintéressant. Ce qui est clair, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que l'on fait pour les 350 000 ? Et l'on voit bien que d'ailleurs, vous rejoignez en cela la position de certaines organisations syndicales, comme CGT par exemple, qui s'est exprimée en disant est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer tous les plafonds ? Et donc,
on voit bien qu'à ce moment-là, est-ce que l'on doit assumer? C'est une question, et je ne vise personne, mais nous avons été très alertés par un certain nombre de catégories professionnelles qui nous alertaient sur la spécificité de leur profession, et notamment dans un certain nombre de milieux sportifs, avec quelquefois des financements importants venant de pays étrangers, permettant de pouvoir recourir des sportifs de très haut niveau qui ont des salaires totalement inimaginables. Doit-on faire en sorte d'aller jusqu'à épouser un régime universel qui concerne la totalité de ces salaires? On voit bien aussi des rémunérations, y compris de retraite chapeau pour des grands PDG. Je ne suis pas convaincu qu'il faille mettre un système universel dans lequel la solidarité collective puisse épouser ce niveau de rémunération qui peuvent parfaitement se débrouiller, non pas par un système de capitalisation, mais par un système de recours à l'épargne individuelle et l'épargne collective, selon soit des accords de branche, soit des accords d'entreprise. Et donc nous avons estimé qu'il y avait une limite à la solidarité collective. Et par contre, le vrai sujet, c'est comment faire en sorte que ces hauts revenus qui risquent, j'attire votre attention que personne ne sait ce que va être le monde de demain dans le monde salarial. Ce que je vois des thèses qui me perturbent, parce que c'est des problèmes politiques et qui dépassent largement les appareils politiques des uns et des autres. C'est que si sur une certaine thèse, on est en train de nous dire nous allons rentrer dans un monde de la raréfaction des main-d'œuvre hautement qualifiées, qui vont être de plus en plus payées, et dans l'abondance des main-d'œuvre non qualifiées, qui vont être de plus en plus sous-payées. Dualisation du monde salarial. Deuxième élément, nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui, dans la révolution industrielle, le monde paysan s'est transformé en ouvrier sans trop de difficultés. Puis le monde ouvrier s'est transformé en technicien sans grande difficulté. L'intelligence artificielle va complètement impacter les cadres moyens et la bourgeoisie moyenne. Donc on voit bien que sur tous ces sujets-là, la réflexion d'un embarquement de solidarité doit se faire sur quelque chose qui me paraît normal et sur les situations extra par rapport à des dépassements de plafond. Je ne suis pas convaincu qu'il faille mettre en place un système de solidarité collective. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, le plafond que nous avons pris est un des plus élevés d'Europe. L'Allemagne est à 80 000 euros, l'Italie à 100 000, et que la problématique répartition épargne me paraissait pouvoir être extrêmement solide. Je discutais avec des universitaires allemands, ben vous étiez là, M. Savary, M. von Neurenberg, où le patron de la réforme allemande a dit « Je crois que probablement le système que vous mettez en place, de faire en sorte que la totalité des salariés dans une solidarité collective pour épouser les aléas du futur est peut-être une réforme que nous aurions dû mettre en place parce que la capitalisation que nous avons mis en place, parce que le problème il est simple, si vous baissez le régime de base, vous augmentez la place à la capi. Les choses sont simples. Et que l'on voit bien que les Suédois et les Allemands nous ont alertés que sur les aléas financiers qui s'annoncent de façon plus ou moins violente dans des moments très rapides, puisqu'on s'aperçoit que les équations économiques font que pas d'inflation, pas de chômage, taux d'intérêt bas, liquidité importante, ce qui se passe aux États-Unis, vous n'avez pas d'augmentation des salaires. Et donc l'on voit bien que vous avez là un problème d'ajustement monétaire qui risque d'être extrêmement préjudiciable, notamment avec la problématique de l'endettement d'un certain nombre de pays. Et donc l'on voit bien que le vrai débat, c'est comment on stabilise un parcours de retraite à un moment donné où le parcours des retraites, c'est un parcours sur lequel on a du mal à se rattraper. Et donc le système que nous avons mis en place est le système probablement le plus juste, le plus équitable et le plus solide, en laissant les plafonds au-delà de 3 pouvoir se gérer eux-mêmes si on décide de cela. Mais en tout cas, c'est une des réflexions sur lesquelles on n'a pas encore trouvé la réponse, et ce serait intéressant d'avoir vos contributions. Comment alimenter, soit par des cotisations déplafonnées, soit par des outils différents, le fait qu'ils alimentent une solidarité vis-à-vis des... Alors, la question, c'est qu'on... Alors, c'est pas ce que j'avais compris, merci de préciser cela. Et donc, c'est effectivement, c'est le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Sur les problématiques de la gouvernance et de la phase de transition, je reviendrai parce que Jean-Marie von Neurenberg a posé un certain nombre de questions. On voit bien que il y a un argument aussi sur lequel il faut être attentif, c'est que le système actuel par le Conseil d'orientation des retraites montre qu'il est favorable aux carrières ascendantes et constantes et très défavorable aux carrières heurtées, courtes et à temps partiel. Et donc, le système à points que nous mettons en place est un moyen de corriger cela, puisque nous allons faire en sorte que nous avons tous les paramètres. Alors, on peut ne pas avoir cet avis, mais ce qui serait intéressant, c'est que nous avons une démarche pragmatique qui fait que nous prenons
les incertitudes ou les questions portées par les uns et par les autres, y compris par les organisations syndicales, comme un challenge pour montrer que nous avons des réponses à leur apporter par rapport à leurs inquiétudes. Ça paraît tout à fait logique. Puisque l'on voit bien, si je prends un exemple, si vous voulez, si vous gagnez 6 000 euros, la transcription en annuité fait qu'on divise par le coefficient de 1500 et vous avez 4 trimestres. Si vous gagnez 2 000 euros plus 4 000 euros, 2 000 euros ne vous donne qu'un trimestre de validation, puisque c'est le coefficient 1500, et 3 000 euros et 4 000 euros ne vous donnent que 2 trimestres. Et donc, paradoxalement, si vous avez 6 000 euros avec un seul employeur, vous avez 4 trimestres. Si vous avez 6 000 euros mais avec 2 employeurs, l'un de 2 000, l'un de 4 000, vous avez 3 trimestres. Et donc, vous perdez un trimestre. Avec un système à points, que vous ayez 2, 3, 4 ou 5 employeurs, vous aurez 6 000 euros, donnant X points. Et donc, on voit bien que toutes ces mécaniques-là méritent d'être très clairement posées. Vous êtes à taux plein avec des enfants et on vous dit, mais madame, vous avez droit à 2 annuités gratuites, mais quand vous êtes à taux plein, ça ne vous donne pas d'augmentation de pension. C'est ce qu'on appelle les droits inutiles du système annuité. Le système à points sera directement fléché sur une augmentation de pension. Et donc l'on voit bien que la façon dont on va prendre en compte les interruptions d'activité, et notamment le temps partiel, sera un élément déterminant pour corriger un certain nombre d'injustices du système actuel. Vous avez, M. Van Neurelberg, parlé de la problématique des déficits. Il est évident que le corps a très clairement indiqué dans toutes ses projections qu'il y a une forte dépendance du système de répartition à la problématique de la croissance. Et que selon les hypothèses, vous avez des excédents programmés ou des déficits programmés. Et c'est un sujet sur lequel la problématique de la gouvernance sera un enjeu essentiel, puisque l'on voit bien que sur les techno-optimistes, ils vous annoncent des croissances de 3 à 4 points, et sur les techno-pessimistes, ils vous annoncent des croissances de 1,2 à 1,3. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'apport de l'intelligence artificielle, selon les uns, va être une augmentation de la productivité et de la croissance, et d'autres, au contraire, n'aura pas le retour en termes de croissance de la révolution industrielle que nous avons connue. Avec, en plus, vient de se rajouter maintenant des bilans environnementaux sur l'économie numérique qu'on n'a pas du tout encore intégrés et qui risquent de poser d'ailleurs des problèmes d'équité et d'équilibre tout à fait nouveaux. Donc l'on voit bien que la problématique, c'est quelle que soit la gouvernance que nous voulons mettre en œuvre, est une gouvernance qui acquiert la confiance. Donc là, je m'exprime plutôt à titre personnel, et dans l'ADN française, je ne crois pas à l'acceptation citoyenne d'un pilotage automatique du style compte notionnel, que les choses soient claires. Je crois qu'il faudra des responsables, des comptes notionnels. Pardon, les comptes notionnels, ça veut dire qu'on intègre des... Si je prends, par exemple, le système allemand, le système allemand n'est pas un compte notionnel, mais le système allemand, le contrat qui a été passé entre les syndicats salariés et patrons, c'est de dire la cotisation employeur, que le dernier accord CDU-CSU vient d'augmenter de 18 à 20%, fait que la cotisation des retraites ne dépasse pas 20%. Et que si le système des retraites venait à être déficitaire, et que pour combler le déficit, il fallait aller au-delà de 20%, mécaniquement, sans intervention parlementaire, l'année suivante, on baisse les pensions pour équilibrer le déficit, pour ne pas dépasser la cotisation. C'est un pilotage automatique. Si vous êtes en Suède, ils avaient mis en place un compte notionnel qui faisait que selon l'espérance de vie, selon les ajustements se faisaient quasiment automatiques. Sauf qu'en 2009, ils ont été confrontés à une chute du PIB de 5%, et que quand ils ont analysé la conséquence automatique du pilotage automatique, ils arrivaient à des baisses de pension de 5 à 15%. Et donc ils ont décidé politiquement de reprendre la main et de réaffecter une partie des réserves à un lissage sur 5 ans pour atténuer la baisse. Je crois donc que ce système de pilotage automatique qui a été mis en place en Allemagne et qui a été mis en place en Suède n'est pas dans l'ADN politique française. Et je crois qu'il faut simplement mettre en place une gouvernance qui soit le reflet des salariés et des employeurs par les représentants des organisations syndicales et qui soit le reflet des citoyens par la représentation des parlementaires. Maintenant, il faut que cette gouvernance soit dotée de tous les outils. C'est ce que nous avons très clairement indiqué. Et c'est-à-dire qui concerne tout l'avenir de nos systèmes de protection sociale basés sur la masse salariale.
Quid de l'évolution de la masse salariale dans les 25 années qui viennent? Lorsque je vois, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous puissiez nous aider à avoir des évaluations sur, par exemple, les auto-entrepreneurs. On me dit qu'il y a de plus en plus d'artisans qui ne recrutent plus de salariés, mais des auto-entrepreneurs. Et on me dit qu'un certain nombre de grands groupes sont en train, y compris de recruter des cadres français, les installer à l'étranger sous forme d'auto-entrepreneurs plutôt que de salariat. Si cette évolution, c'est une externalisation à moindre rémunération salariale et donc à moindre cotisation et donc à moindre droit, c'est un sujet sur lequel nous devons être absolument attentifs. C'est des sujets que nous avons évoqués. Quels sont les impacts des évolutions des futurs métiers? C'est un des ateliers citoyens que nous avons eu à Montreuil, près de Paris, pour dire est-ce que l'ubérisation, est-ce que l'auto-entrepreneur, est-ce que les start-up, qui démarrent par une instabilité pendant quelques années, sont capables de pouvoir avoir une stabilité dans l'exercice de leurs droits au moment de la retraite. C'est un vrai débat qui nous a été aussi proposé sur la modulation possible ou pas des points sur une linéarité. Est-ce que pendant les vaches grasses, je peux payer des points pour compenser mon incapacité de le faire pendant les vaches maigres? C'est un sujet sur lequel on doit être attentif, parce qu'un certain nombre de jeunes qui démarrent dans la vie démarrent avec des années de galère et ensuite se retrouvent quelquefois avec des rémunérations extrêmement importantes. Donc on voit bien que sur ce sujet-là, vous dire, Monsieur Van Neurenberg, est-ce que la pension servira de variable d'ajustement? L'on voit bien que la gouvernance va devoir tenir compte, quels que soient les schémas intellectuels, à moins que vous ayez d'autres idées. Un, il y aura une lecture sur la croissance économique. Deux, une lecture sur l'évolution démographique, la répartition des actifs et des inactifs. Trois, une lecture sur, évidemment, la fécondité, voire l'immigration. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je m'aperçois qu'au sein de l'Europe, nous avons un certain nombre d'entreprises allemandes qui sont en train de débaucher des salariés de Bosnie ou de pays dans lesquels les salaires sont moins élevés, avec l'inconvénient, c'est de capter ces main-d'œuvre diplômées qui fragilisent la croissance de ces pays. Donc on est en train de créer en infra de l'Europe des phénomènes de flux migratoires économiques qui déstabilisent les équilibres des pays. Et l'on voit bien que la problématique, on a beau tourner ça, si la productivité par tête de pipe, par l'intelligence artificielle, nécessite autant d'actifs par rapport à cela, l'Europe, pour équilibrer sa population active, a besoin de 50 millions d'immigrés dans les 50 ans qui viennent. Donc, à un moment donné, va très clairement se poser la question politique. Est-ce que nous sommes dans un moment où les émotions vont l'emporter sur les convictions, mais les principes de réalité vont s'emporter? Et l'on voit bien que, sur ce sujet-là, le rapport intelligence artificielle va leur ajouter. Ça va être un débat, Madame Verbier, intéressant dans les débats prospectifs. Si demain, les masses salariales, par l'évolution du système économique, sont incapables de pouvoir asseoir le financement des systèmes de protection sociale, alors qu'ils sont l'âme de ce système de protection sociale, de quelles assiettes devons-nous nous doter pour pouvoir équilibrer ces systèmes de protection sociale et de solidarité? C'est un sujet qui est très clairement posé. Est-ce que j'ai la réponse? La réponse est non, puisque le monde de demain est un monde de l'imprévisible et de l'inconnu. Le vrai débat dans ces cas-là, c'est que nous devons être attentifs à donner une gouvernance capable de s'adapter à tous ces aléas. Et avec, pour la temporalité, des objectifs chiffrés. C'est tout le débat des discussions que nous allons avoir dans les 6 mois qui viennent. Et c'est pour ça qu'avec France Stratégie, on a très clairement travaillé sur le travail des seniors. On s'aperçoit aujourd'hui que de 55 à 60 ans, nous sommes très bons dans la réduction, enfin, nous sommes meilleurs dans la réduction du taux de chômage des seniors, nous sommes mauvais de 60 à 65 ans. Des études sont en train d'émerger pour montrer que les équipes multigénérationnelles sont plus efficaces que les équipes monogénérationnelles. Donc la culture qui consiste à dire que le senior est moins performant et qui coûte plus cher avec une obsolescence des compétences rapides est aujourd'hui en train d'être démentie par les faits, notamment dans les cercles de recherche. On voit bien que la problématique aussi est très clairement affirmée, que le système que nous mettons en place ne peut pas corriger les dysfonctionnements du système économique. Si on ne réduit pas le salaire entre les hommes et les femmes, les retraites entre les hommes et les femmes seront toujours différentes. Donc le projet que nous portons est aussi un projet d'interpellation du système économique où il est hors de question aujourd'hui qu'on repose sur le système des retraites des plans sociaux déguisés ou des ajustements économiques qu'on n'a pas voulu assumer. Et donc il faut aussi que les choses soient très claires sur le sujet. Vous avez évoqué l'âge minima. Est-ce que c'est un piège ou pas un piège? Lorsque la question a été posée, le système à points fait disparaître toute référence à l'âge, à la durée, au taux plein. C'est donc culturellement des sujets qui vont être compliqués.
Il nous a été demandé d'éviter de protéger les Français contre eux-mêmes. Vous étiez d'ailleurs en Suède lorsque le sujet a été évoqué, et de dire si vous ne mettez pas un plancher, les personnes risquent de partir beaucoup plus tôt avec des retraites qui pèseront sur la solidarité nationale, et c'est contraire à leur intérêt. Et les Suédois d'ailleurs avaient un système de capitalisation qu'ils regrettent d'avoir laissé libre d'option, puisqu'on peut le prendre à 55 ans, avec une liquidation en 5 ans, 10 ans, 15 ans ou jusqu'à la fin de leur vie. Et les Suédois qui partent à leur retraite à 69 ans estiment qu'ils ont 10 ans à vivre, donc ils consomment la totalité de leur capitalisation et à 79 ans se retrouvent sur la solidarité nationale. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité de réfléchir à un âge minima, ce qui n'interdit pas que cet âge minima pourra peut-être être adapté par rapport aux catégories actives ou aux populations de carrière longue. C'est tout le sujet des discussions que nous aurons dans les premières quinzaines de septembre. On voit bien que sur le sujet, notamment les aides de novembre, pardon. On voit bien que sur toutes les problématiques, la CFDT a posé cela aussi, et les ateliers citoyens, on a montré que les Français sont très attachés à un âge minimal de départ à la retraite et à une liberté de choix. Le vrai débat dans lequel on va rentrer, c'est quelles sont les conditions de choix qu'on va mettre sur la place. C'est tout le sujet que l'on va discuter dans les mois qui viennent. Et nous devons être attentifs à des dispositifs, Madame Vermeillet, qui nous interpellent. La retraite progressive nous paraissait un bon dispositif. Et la retraite progressive ne marche pas. Pour quelle raison? Est-ce que parce que les entreprises ne l'informent pas? Est-ce qu'il y a un système intéressant de l'apprentissage et du tutorat? Il y a un système intéressant du départ progressif en ciseaux. Donc il y a tous ces sujets-là qui doivent être intéressants. Et de l'autre côté, il y a la problématique du cumul emploi-retraite, puisqu'actuellement il y a 500 000 personnes qui sont concernées. Sur le cumul emploi-retraite, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que les cotisations sont sans droit. Mais on commence à nous poser la question de se dire, mais est-ce que pour les petites retraites, difficulté de définir les petites retraites, est-ce qu'on pourrait permettre à des gens qui ont des petites retraites de pouvoir continuer à travailler après leur liquidation et de pouvoir acquérir des droits? C'est un des sujets sur lesquels on doit être attentif. Sur la recul de l'âge, M. Von Helberg, M. Balladur est passé de 150 à 160 trimestres. M. Fillon de 160 à 164. Et Mme Touraine de 164 à 172. Ce qui fait qu'effectivement, et vous avez raison, le taux plein est à 65 ans. Comment faire en sorte de partir de ce constat pour pouvoir offrir les mêmes garanties? Est-ce que c'est une retraite pleine à 65 ans? C'est des sujets. Je n'ai pas de réponse et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés absolument attachés à 62 ans, sachant que j'ai bien vu que le MEDEF a parlé d'un âge pivot et c'est tout l'intérêt de la méthode. Moi, je suis ravi que les syndicats, qu'ils soient employeurs, qu'ils soient salariés, veulent apporter des contributions. La CGT a ses contributions, la CFDT, je peux vous dire que les discussions sont très riches. Et moi, je suis favorable à la controverse. Qu'on tourne le dos dans ce projet au débat politique qui consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous, sachant qu'on détient la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Ce qui m'intéresse, je détiens les questions. Et sur ces questions, la confrontation des opinions, la confrontation des intérêts est un challenge pour nous tenter d'y répondre. Et c'est nous l'intérêt de notre rencontre d'aujourd'hui. En tout cas, nous souhaitons faire en sorte que la gouvernance soit la plus responsable possible et qu'on puisse tenir compte de tous les paramètres qui entourent l'équilibre que vous évoquez. C'est la problématique des espérances de vie, la problématique de la démographie, la problématique des conditions pour avoir la meilleure retraite. C'est cela qui est au cœur de nos réflexions. Madame Vermeillet, pilotage de valeur du point, c'est la question fondamentale. Quelles sont les garanties qu'on doit offrir sur qui détermine la valeur du point? Je rappelle que depuis 1945, tous les régimes à points, la valeur du point n'a jamais baissé. C'est l'harmonisation des rendements qui a fait l'évolution. Et de faire en sorte que, sur l'histoire de la capitalisation, nous laissons la place ouverte à l'épargne collective individuelle sous la forme qu'il appartiendra de déterminer. Ce n'est pas notre problème. Sur l'équilibre entre les régimes déficitaires actuels SNCF et RATP, c'est intéressant de voir que nous avons refusé de rentrer dans le discours du sacrificiel, de sacrifier sur l'autel du populisme un certain nombre de gens que, à tort ou à raison, on estime qualifiés. Sur les plateformes citoyennes qui sont les nôtres, 300 000 contributions, les deux exigences qui étaient formulées de façon très majoritaire, sacrifiez-nous les parlementaires, sacrifiez-nous les régimes spéciaux. Nous avons estimé que si nous commençons à opposer les catégories les unes contre les autres, on est à l'encontre même d'un système de solidarité. Nous avons dit que nous souhaitions embarquer les parlementaires et les régimes spéciaux vers un régime de convergence de régime universel. Donc les régimes spéciaux sont concernés par le régime universel. La question que vous évoquez, elle est stratégique.
chacun dans le privé ou dans le public, au sein de leur entreprise ou au sein de leur branche, pourront, s'ils le souhaitent, garder quelques aspects spécifiques, mais dont il appartiendra à ce moment-là qu'elles en assument le financement. Et donc ça fait partie de toute une série de positions qui sont pour l'instant les nôtres et sur lesquelles, évidemment, ce que vous évoquez, la relation État, entreprise publique, salariés, organisation syndicale, employeurs, sera totalement déterminante. Sur la problématique des points, la pénibilité, c'est un sujet intéressant parce que je rappelle que c'est un sujet politique délicat pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des principes très forts. À métier identique, situation différente selon votre statut, ça ne peut pas être compatible avec un système de convergence. Et l'on voit bien que dans un certain nombre de métiers, notamment de santé, si vous êtes dans une clinique privée ou à l'hôpital, vous n'avez pas les mêmes dispositions de départ à la retraite. Donc il faudra que nous trouvions une convergence. Mais en même temps, dans le secteur public, vous n'avez pas des règles de pénibilité que vous avez dans le secteur privé. Et donc ce n'est pas inintéressant de regarder cette possibilité. Et en même temps, nous regardons avec les organisations sociales en disant est-ce que la pénibilité, c'est un statut ou c'est une fonction? Nous sommes plutôt favorables à dire que c'est la fonction qui crée la pénibilité. Et donc, on voit bien que sur ces sujets-là, il y a moyen de pouvoir, effectivement, avoir une très grande clarification des positions. Quant à la transition, nous avons dit que nous étions extrêmement fermes sur les principes du système universel et extrêmement souples sur les chemins pour y parvenir. Et il y a plusieurs chemins de transition. Chemin de transition, comment on fait évoluer de 42 caisses vers un régime universel? On a besoin de l'intelligence de toutes les caisses. Et si je prends le cas de la CNAV et de l'Agirc-Arrco, il n'est pas question pour moi de dire on va supprimer l'un et l'autre. On va embarquer l'un et l'autre dans un régime universel, mais qui prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec d'ailleurs une question de fond. Quelles sont les garanties que l'on peut apporter de la mise en place d'un objectif de 20 ans avec des échéances électorales qui peuvent éventuellement déstabiliser le sujet? D'où l'importance des objectifs chiffrés. Quelles sont les règles que l'on peut mettre en place qui soient opposables aux populistes qui pourraient déstabiliser le système? Et donc on voit bien que la transition qui fait l'objet des discussions est aujourd'hui au cœur de nos réflexions. L'intégration brutale des indemnités, des primes chez les fonctionnaires nécessite à l'évidence un minima de transition qui ne peut pas se faire en 1 an. Ça peut se faire en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. C'est la question qu'on va évoquer. Et se posera, puisque vous êtes représentant de la Commission des finances, il y a une question très précise qui est posée sur les réserves. Et nous sommes en train d'étudier de façon juridique la situation des réserves. Et l'on voit bien que sur les problématiques des réserves, elles ont 2 vocations. 1, la garantie des droits du passé. Donc comment faire en sorte que dans un système qui bascule, le système garantisse les droits acquis? C'est un sujet d'équité, de justice. Et donc on voit bien que dans la temporalité, ce que l'on a toujours fait, celles et ceux qui cotisent vont cotiser pour des problèmes, des garanties du droit du passé. Et la seconde, c'est les tuilages, pour pouvoir accompagner le basculement et l'accompagnement. Et enfin, ma conclusion est claire, je ne m'en suis jamais caché. J'ai très clairement dit que la problématique des caisses n'était pas mon sujet. Je n'étais pas le représentant de l'intérêt des caisses. Et je peux comprendre que chacun cherche à défendre sa caisse. Moi, je cherche à défendre un projet collectif dans lequel je proposerai le temps nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour permettre aux caisses de s'adapter au système universel des retraites et de ne pas demander au système universel des retraites de s'adapter à la périmètre des caisses. Merci. Il nous reste 20 minutes. Ont demandé la parole M. Daudigny, M. Hainaut, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, Mme Lassarade, Mme Lubin, Mme Vanlège, Mme Apourceau, Mme Cohen, Mme Berthet et Mme Mallet. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. J'essaie d'aller vite. Daudigny. Monsieur le haut-commissaire, merci de l'exposer. Je dirais qu'on soit d'accord ou pas, c'est un plaisir toujours de vous écouter. 2 sujets que je voulais évoquer, qui ont été déjà par les rapporteurs, mais je veux insister dessus. Le premier, c'est la place des partenaires sociaux. Lorsqu'on établit un parallèle entre la réforme des retraites et d'autres sujets d'actualité, je pense par exemple au sujet de l'assurance chômage, la question peut être posée de la fin ou non des paritarismes tels qu'ils avaient été établis après 1945. Alors la deuxième question, je l'avais là formulée de la façon suivante.
Compte tenu aujourd'hui de votre connaissance du dossier, dans l'hypothèse d'une évolution économique qui serait voisine de celle que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que ce système de retraite, mais aussi un autre système, porte en lui une diminution des pensions globalement, ce qui marquerait pour notre société indiscutablement un retour en arrière? Voilà, j'étais très vite, Monsieur le Président. Madame Cohen prend la suite. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Commissaire. Effectivement, vous avez exposé ce projet avec beaucoup de pédagogie et vous dites apprécier la confrontation, nous aussi, parce qu'effectivement on n'est pas obligatoirement d'accord, mais en tout cas c'était clair et c'est bien de le dire. Alors comme il y a beaucoup de questions qui ont été posées, c'est vrai que nous sommes aussi attentifs et attentives à la concertation en insistant sur le fait qu'il ne suffit pas non plus de recevoir les organisations syndicales, mais il faut tenir compte de ce qu'elles disent. Or, voilà, c'est pas toujours le cas, hélas, et loin s'en faut. Mais ma question va reposer sur les questions de retraite pour les femmes, puisqu'on sait qu'elles sont plus affectées que les hommes avec un salaire horaire inférieur de 16,3%, si j'en crois les chiffres de la DARES. Et à chaque fois que nous examinons des projets, c'est toujours très compliqué de faire appliquer la loi sur cette égalité salariale et ça a des conséquences sur les retraites. Donc ma question et notre question, c'est pourquoi vous n'avez pas pensé à créer une contribution en faveur de cette égalité salariale, femmes-hommes, qui serait modulée entreprise par entreprise et qui pourrait être dégressive à partir du moment où les écarts salariaux eh bien, se réduisent. C'est-à-dire que c'est un peu, finalement, j'ai été conseillère régionale, c'est un peu ce qu'on faisait, nous, au niveau de l'Île-de-France, c'est-à-dire attribuer finalement des subventions, si je puis m'exprimer ainsi, en direction des entreprises vertueuses. Merci. Madame Berthet, c'est à vous. Oui, ma question sera très courte, Monsieur le Haut-Commissaire. Dans le contexte d'universalité dont vous nous avez parlé et que vous souhaitez voir être mis en place, qu'en est-il de l'âge de départ des travailleurs indépendants? Sera-t-il aligné sur celui des salariés? Merci, c'est une question de pharmacienne. On finit donc par les Outre-mer avec Madame Mallet. Merci Monsieur le Président. Madame Mallet pour les Outre-mer. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Haut-Commissaire pour votre exposé. Je voulais bien évidemment vous parler de l'Outre-mer et je voulais vous demander comment vont être prises en compte les spécificités Outre-mer, notamment la faible part des revenus déclarés au cours de la vie active, qui a pour conséquence la précarité chez les personnes âgées. Et je pense notamment aux difficultés rencontrées par les retraités agricoles. Et ma deuxième question concerne la fonction publique. Y aura-t-il conservation ou pas du nombre supplémentaire de trimestres pour le travail dans les DOM? Merci bien. Donc vous avez tout ce que vous désirez pour répondre à toutes ces questions et être à l'heure à votre prochain rendez-vous. Bien. Je reviendrai peut-être, pardonnez-moi, dans le désordre, je reviendrai tout de suite, Madame, sur les départements et territoires d'outre-mer. Nous avons souhaité mettre en place une réflexion pas à part, mais vous savez très bien que le système du financement des retraites est basé sur des caisses. Et donc, il y a des sujets différents, y compris par département. Et nous allons donc aborder cela de façon particulière pour tenir compte de la particularité des différents systèmes. La problématique que vous évoquez, nous avons reçu aussi des représentants du monde agricole et avec les organisations syndicales, nous travaillons à des problématiques qui vous sont particulières, puisque normalement, la particularité, c'est que les surfaces agricoles des exploitations sont relativement modestes, que la modestie des retraites fait que les personnes âgées restent sur leur exploitation. Il y a un problème de non-rotation et d'arrivée des jeunes agriculteurs. Et nous reviendrons, mais je répondrai de façon plus globale. Il est évident que la situation de la retraite des agriculteurs et notamment de la retraite des femmes d'agriculteurs qui n'avaient pas toujours été déclarées. On voit bien que le décalage et l'adaptation du système fait qu'aujourd'hui, le paysage sociologique agricole n'a plus rien à voir avec le paysage sociologique agricole il y a les 20 dernières années et qu'il y a de moins en moins de conjoints
qui travaillent, et qu'aujourd'hui on a une situation de grande précarité, des veuves notamment, du monde agricole, mais que nous avons souhaité dans un régime universel faire que la réflexion sur la solidarité avec des minima de pension et de retraite concerne la totalité des situations identiques, qu'elles soient agricoles, commerçantes, indépendantes, artisanales, et c'est un sujet sur lequel c'est une réflexion. J'en profite d'ailleurs pour dire à madame, je ne sais plus qui m'a posé la question sur les étudiants à l'étranger, madame, effectivement, nous avons aussi un regard sur les expatriés. Et sur le fait que, notamment avec la Caisse des Français de l'étranger, nous regardons. Et d'ailleurs, on s'aperçoit de l'intérêt de la pédagogie, puisque l'on s'aperçoit que les jeunes qui partent, c'est le caractère de l'exportation possible des systèmes de retraite. Quand vous allez en Australie, vous travaillez en Australie, l'Australie refuse d'exporter les retraites. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas les droits à la retraite en Australie, vous les perdez. Alors que la France, par des conventions internationales, donc nous allons profiter de cela pour regarder aussi quelles sont les conventions internationales qu'il conviendrait d'améliorer et comment faire en sorte que selon le type de convention avec les entreprises, si vous êtes détaché, pas détaché, vous avez la faculté de pouvoir acquérir des points, quel que soit, et c'est à mon avis, le système à points est plus juste. Par contre, je reviens sur ce que disait Mme Apourceau, je crois, sur la problématique des femmes. Il y a un sujet pour les femmes généralement, c'est l'accompagnement à l'étranger d'un certain nombre de conjoints qui ont quelquefois de belles carrières, mais avec l'incapacité pour le conjoint d'avoir un système de retraite, puisqu'elles n'ont pas d'activité. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité qu'offre le système par points d'un parcours conjugal ou d'un contrat conjugal qui permettrait à l'un des deux conjoints de pouvoir éventuellement affecter des points pour compenser éventuellement, si ça fait partie de l'objet d'un couple, de dire nous partons à l'étranger ensemble, l'un assure le revenu et je peux, sur un problème de contrat conjugal, faire en sorte de... C'est un sujet que les ateliers citoyens, je reviens sur la problématique des jeunes, nous ont interpellés. Je suis dans l'incapacité d'apporter une réponse. On va étudier leurs contributions. Un certain nombre, hier par exemple, puisque hier nous étions à Strasbourg sur la problématique des jeunes, je souhaiterais effectivement attirer l'attention des parlementaires, et je crois que c'est important, c'est qu'effectivement nous avons aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui démarrent tôt un système de la retraite, en stage, sans ouverture de droit à la retraite. Et que, notamment dans 3 ateliers citoyens, j'attire là aussi votre attention, parce qu'on a peut-être besoin de vos propositions, beaucoup de personnes nous ont dit, mais comment se fait-il que dès le collège et le lycée, dans les cours d'instruction civique, on n'investit pas nos élèves sur ce qu'est la protection sociale en France, ce qu'est un contrat de travail, ce qu'est le système de retraite, ce qu'est le système de protection sociale, puisqu'un grand nombre de DRH nous disent on recrute des ingénieurs qui 3 mois après viennent nous voir en disant mais monsieur, pourquoi vous me retirez des cotisations sur mon salaire? Donc, et je pense qu'il y a un vrai problème de pédagogie. Si on veut que nos jeunes adhèrent au système et le défendent, il faut qu'ils soient au courant de ce qui est la richesse de la France, la socialisation des risques. Et ça a été quelque chose d'important. Mais il nous a été proposé quelque chose sur lequel nous sommes incapables de dire si on peut, si on ne peut pas. C'est la fongibilité des droits et la portabilité des droits. C'est-à-dire que quelqu'un nous a dit, puisque nous sommes dans un système à la retraite à points, et que l'on peut partager éventuellement entre époux, est-ce qu'on pourrait le partager pour les enfants descendants, notamment dans la problématique du dépôt. Exactement. Donc on est plutôt réservé par rapport à ça, parce qu'on met en cause le système de répartition entre actifs, mais on est en train de se dire sur un système de solidarité, puisque madame, vous posiez la question, le système à points peut renforcer le système de solidarité, et c'est, si vous voulez, quand on applique le bloc contributif, là où vous avez raison, le bloc contributif d'un système à points, mais les systèmes d'annuité c'est la même chose, c'est le reflet de votre carrière. Si vous avez une longue carrière, une belle carrière, une carrière ascendante, vous avez une retraite correspondant à votre travail. La problématique du bloc solidarité, c'est comment on construit l'octroi de points pour des gens qui ont des interruptions d'activité et qui finance. Est-ce que c'est l'impôt? Est-ce que c'est la cotisation salariale? Et cette possibilité-là nous est totalement ouverte dans un système à points qui renforce la socialisation des risques. Et la perception qui nous était posée pour vous dire les débats, un des premiers sujets était de dire la déclinaison 1 euro cotisé, même droit pour la solidarité ne marche pas. Raison. 1 euro cotisé, même droit, ça vaut pour l'aspect contributif. Ça ne vaut pas pour l'aspect non contributif, puisque
le point acquis n'aura pas forcément la même valeur si c'est une interruption de grossesse, une interruption de maladie, une interruption, etc. Mais on est dans la réflexion de cela. Par contre, il nous avait été dit au départ, est-ce que vous allez donner une valeur de points différente? La réponse est non, puisque l'on veut l'équité pour tous, c'est la même valeur de points. Par contre, nous sommes en train de nous interroger sur le fait que probablement sur le relevé de compte annuel, nous puissions distinguer ce qui est le point issu du travail du point issu de la solidarité, pour montrer aux personnes quelle chance on a d'être dans un pays qui assume une solidarité, et c'est un sujet. Donc, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? C'est en débat aujourd'hui avec nos partenaires sociaux. Monsieur Daudigny, vous posez la question fondamentale sur la place des partenaires sociaux. C'est évident que si, je vous dis, c'est ma position. Moi, je peux attester que la richesse du dialogue avec les partenaires sociaux a été d'un niveau extrêmement puissant. Et que moi, ma conviction, ça a été que les partenaires sociaux peuvent être des forces de proposition, que le politique est le porteur de l'intérêt général et que les citoyens sont porteurs d'une intelligence collective. D'où la méthode que nous avons mise en place. Et début décembre, nous tirerons la conclusion de tous ces ateliers citoyens. Et sur les partenaires sociaux, j'estime qu'ils ont une place avec un système de gouvernance que je souhaiterais en 4 points. Une gouvernance qui, évidemment, pilotera le système. De cette gouvernance devra être issue une gouvernance pour la transition, car la phase de transition sera probablement une des plus délicates, avec une phase d'accompagnement dans laquelle, évidemment, les partenaires sociaux ont une vigilance toute particulière à solliciter. Une instance d'évaluation, pour savoir si vraiment on est dans les trajectoires ou pas. Est-ce que c'est la Cour des comptes? Est-ce que c'est une évolution du Conseil d'orientation des retraites? Est-ce que c'est une autre indépendance? Et peut-être avec mon passé, une instance de médiation pour pouvoir corriger quelques injustices qui apparaîtraient, quelle que soit la qualité de la loi et quelle que soit la qualité des textes. Sur la diminution des pensions, c'est l'aspect contre-intellectuel, contre-rationnel que met en place le Conseil d'orientation des retraites. Celui-ci a tracé un certain nombre de trajectoires, selon les hypothèses de croissance économique, dans lequel, quel que soit le scénario, la retraite évolue de façon positive et de façon relative d'une année sur l'autre, mais que c'est la part relative du PIB qui baisse. Mais la baisse de la part relative ne veut pas signifier la baisse des pensions. C'est simplement la baisse par rapport à une réalité. Sinon, en Suède, quand le PIB a baissé de 5%, et si le PIB augmente plus vite que l'évolution des retraites, forcément. Par contre, j'attire votre attention que dans tous nos débats citoyens, dans toutes les relations avec les organisations syndicales, nous avons dit attention, la détermination de la valeur du point est un élément extrêmement important, mais il y a un aspect qui n'est jamais et rarement évoqué, en tout cas il n'a pas été ce matin, c'est la problématique de l'indexation. Et c'est certainement sur l'indexation qu'il faut que nous portions notre regard le plus aiguisé, parce que quand vous êtes dans un système de répartition, vos droits que vous acquérez 40 ans après, comment ont-ils évolué dans leur portée au compte? Si vous êtes sur un système d'inflation, en réalité vous acquérez des droits mais qui perdent une considérable valeur. Vous pouvez perdre 20 à 30% de votre capital point. Donc on le voit bien que la notion de l'indexation n'est pas quelque chose d'inintéressant, d'autant plus que si le point est basé sur le salaire, une des cohérences légitimes voudrait que l'indexation se base sur ces salaires. Et donc c'est un sujet sur lequel nous avons aujourd'hui un vrai débat, mais j'attire votre attention à ce que la valeur du poids est certes un élément important, mais l'indexation sera un élément peut-être déterminant. Sur la problématique, M. Rossi, de 3 à 4, c'est vrai que la question s'est posée. On a estimé que l'impact sur les comparaisons internationales, nous étions déjà à des niveaux les plus élevés, et qui nous paraissait important, si vous voulez, globalement. La différence est entre 350 et 150 000 personnes, dans lequel on y retrouve la moitié de salariés, puis des sportifs, des auteurs, des pharmaciens, des notaires, des avocats, etc., etc. Et on a estimé que si nous voulions permettre une évolution des régimes complémentaires, même s'ils devaient fusionner ou se rapprocher, le système à 3, 1, nous garantit le financement du système, 2, nous donne une force de solidarité importante, 3 concerne la quasi-totalité des fonctionnaires, parce qu'entre 3 et 4, il y aurait moins de fonctionnaires. Donc ça nous paraissait juste, mais c'est un arbitrage qu'effectivement nous avons rendu. Sur les jeunes, très gros chantier, comment permettre aux jeunes d'avoir la sensibilité d'acquérir des droits le plus tôt possible?
Et donc la réflexion que vous êtes en train de mener sur les stages, sur toute forme d'apprentissage, j'attire aussi votre attention sur le travail en prison. C'est des sujets sur lesquels, quelle que soit la forme de travail, je souhaiterais que le plus possible, chaque travail ou chaque activité puisse être porté par une rémunération permettant d'acquérir des points. Et j'en reviens, madame, sur la problématique des aidants. Puisque nous avons un rapport qui a été donné à M. Libaud par Mme Buzyn avec une restitution en février, on voit bien que la logique qui est la nôtre, c'est tout revenu, tout salaire dégage des points. Comment faire en sorte éventuellement qu'un certain nombre de prestations vers les personnes dépendantes et fragiles, qui peuvent éventuellement solliciter des aidants, puissent être éventuellement transformées en rémunération ou en salaire des aidants permettant d'acquérir des points. C'est un sujet compliqué, difficile, mais c'est un sujet sur lequel peut-être il faut que nous réfléchissions. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'aidants, et ce n'est pas uniquement sur les aidants Alzheimer. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions sur toutes les personnes fragiles. Je pense aux tutelles curatelles sur lesquelles j'attire votre attention sur la très grande fragilité, sur les liens de subordination du travail qu'il y a entre un parent dépendant et un membre de sa famille, et que s'il y a une rémunération en cas de licenciement, les droits sont-ils sur les héritiers ou y a-t-il une nouvelle forme de contrat de travail? Il y a un sujet extrêmement intéressant, mais qui permet aussi de limiter le fait que les points ne peuvent être accordés que sur des revenus. Je vois un certain nombre d'élus qui m'appellent en disant « Jean-Paul, pourquoi tous les bénévoles n'auraient pas des points à la retraite ?» Mais je dis d'abord, tu tues le bénévolat, si c'est payé, etc. Et deuxièmement, dans ce cas-là, si le bénévolat est une forme d'activité, bon. Donc il faut qu'on soit attentif. C'est comme j'entends bien pour les départements, les pompiers volontaires. J'ai pris une position, moi, qui me concerne, qui consiste, il faut que je conclue. Ah oui, c'est vrai, j'ai un syndicat important qui m'attend. Je veux dire que les pompiers volontaires, si on transforme les indemnités en revenus, pourquoi pas? Mais si... et puis en même temps, est-ce qu'on doit récompenser quelqu'un par un retraite ou est-ce qu'on doit compenser quelqu'un par l'amélioration de son activité? C'est un sujet, etc. Sur les jeunes, vous avez raison. Sur les aidants familiaux, sur les agriculteurs, on en a parlé. Sur les étudiants expatriés, on en a parlé. Sur les médecins, la limite d'âge. L'âge s'imposera à tout le monde, y compris aux indépendants. Sur le progrès social, Madame Lubin, je suis totalement d'accord avec vous. C'est un contrat social. Et c'est ce que l'on a dit aussi, y compris pour les agents de la fonction publique. On a dit que les agents de la fonction publique ont été faits avec une relative, non pas hypocrisie, mais c'était un contrat qui n'est plus du tout adapté. On a dit aux gens, on vous surrémunère pendant toute votre carrière, mais vous inquiétez pas, vous aurez une bonne retraite. Il faut qu'on essaie de profiter de ce système pour dire comment mettre en place une réflexion sur une juste rémunération pour une juste retraite. Et qu'un certain nombre de personnes qu'on n'arrivait pas à payer chargées, on donne des primes. Donc voilà. Et donc c'est une situation équitable d'embarquer tout le monde. Sur les... Madame Apourceau, sur la solidarité, au contraire, nous tenons compte de faire en sorte que sur les ruptures d'activité liées à la maladie, liées à l'handicap, nous tenions compte justement de quelles sont les réponses politiques que l'on veut apporter par rapport à des objectifs politiques. Et c'est tout le débat que nous avons avec les partenaires sociaux. Sur quelle assiette nous basons-nous? Est-ce que c'est l'indemnisation chômage qui fait que, puisque les partenaires sociaux disposent de l'indemnisation chômage, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'indemnisation chômage, il n'y a pas d'acquisition de points, mais comment on rattrape ça par la solidarité? C'est ça qui est intéressant, c'est la complémentarité. Il y a un bloc contributif qui est lié au travail, il y a un bloc solidarité qui est lié à quelle politique de solidarité et de socialisation vous devez mettre en place, et il y a un bloc de minima qui est de filet de sécurité, qui est une forme de revenu d'existence minima pour les retraités, ou un minima de pension qui doit être un peu supérieur pour ne pas les inciter au travail. Je voulais simplement terminer ensuite, Madame Cohen, sur la concertation. Évidemment, nous y sommes extrêmement favorables. Sur la contribution des entreprises, évidemment, ça ne nous concerne pas, mais je ne m'interdis pas que dans certaines recommandations que je ferai au gouvernement, il y ait des recommandations qui soient périphériques au domaine de la retraite, notamment l'interpellation sur l'égalité hommes-femmes dans les salaires, sur l'âge de départ des indépendants, etc., etc., sur la fonction publique. Bon, vous avez bien compris que nous souhaitons avoir la même richesse de dialogue avec les parlementaires, quelles que soient les opinions ou les appartenances politiques, puisque nous avons proposé aux uns et aux autres de répondre à leurs sollicitations, car ce projet de société nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de responsabilité, mais aussi beaucoup d'espérance. Merci. Merci, monsieur le commissaire. Juste une chose.
Vous avez répondu à tout le monde, sauf au président de la commission. Sur la transition ? Sur le calendrier. Ah, pardon. Excusez-moi, mais je savais, Monsieur le Président, qu'il fallait vous laisser en bouche la gourmandise de cette réponse. Et donc, sur le calendrier, nous rentrons, et c'est là pour ça que je vous quitte, parce que nous sommes aujourd'hui en rencontre bilatérale avec toutes les organisations syndicales pour arrêter notre calendrier jusqu'à fin janvier sur toute une série de premières questions. Les carrières longues. Qu'est-ce qu'on a comme question, je ne sais plus, c'est les carrières longues, les conversions, enfin toutes les questions, et on détermine avec les syndicats le menu des 3 prochains mois. Ensuite, sur le calendrier de la loi, nous n'avons pas encore aujourd'hui de confirmation. J'avais souhaité que, compte tenu que le calendrier parlementaire, normalement je devais démarrer en septembre, évidemment le calendrier de septembre a été occulté par la santé, par l'hôpital, par le chômage et par la précarité, la pauvreté. Et donc nous avons démarré en octobre et nous avons très clairement alerté le gouvernement sur lequel les questions qui restaient à traiter avec les partenaires sociaux étaient d'une telle richesse que nous ne serions pas avares d'une demande de temps. Le temps a bien voulu nous être accordé avec 1 ou 2 mois supplémentaires et donc nous allons cranter notre calendrier jusqu'à janvier, nous allons pouvoir faire un point à ce moment-là et nous allons ensuite repartir pour terminer, pour faire en sorte de faire nos recommandations qui seront porteurs d'un projet de loi qui devrait être, j'espère, dans le premier semestre 2019. En tout cas, c'est à peu près les objectifs que l'on est en train de nous fixer. Mais je ne suis dans l'incapacité à ce stade de vous apporter une réponse. Voilà donc pour l'audition de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, qui a défendu cette réforme phare du mandat d'Emmanuel Macron devant les sénateurs et qui a d'ailleurs anticipé les reproches qui pouvaient lui être faits. Oui, le système actuel en France est bon selon les observateurs européens, il est quasiment à l'équilibre, mais ce que vise la réforme d'Emmanuel Macron, c'est bien plus de solidarité, une véritable universalité qui correspond à l'ADN de la France. Face à cette philosophie générale, il a néanmoins été questionné largement par les sénateurs sur des points concrets de la réforme, la transition d'un système à l'autre ou encore le niveau actuel de vie des retraités. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.